Un jour, ils ne seront plus là, mes parents ne sont plus là, d'autres déportés que je connaissais ne sont plus là. Et moi, j'ai cette boîte, mais il faut que je l'ouvre. Voilà. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Roger Feinzilberg. Roger, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion, on va dire, de la présentation en Israël du livre qui renferme, on va dire, l'histoire de votre père et en particulier l'histoire de votre père à Auschwitz. Ce livre, son titre, c'est Ce que j'ai vu à Auschwitz, qui renferme un témoignage poignant, un témoignage qui est resté secret ou enfermé ou euh, extrêmement discret pendant près de 80 ans et que vous avez finalement décidé de rendre public l'année dernière à travers donc la publication de ce livre. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord qui était votre père, Alter Feinsteinberg. Oui, merci Daniel. En effet, mon père, Alter, était un juif polonais né à côté de Varsovie dans un petit shtetl et vivant à Otwock, pour ceux qui connaissent. Très tôt, il s'est engagé dans l'action sociale et politique en Pologne, en rupture avec le conservatisme paternel, comme beaucoup de jeunes juifs polonais de l'époque. Il euh, est né dans une famille extrêmement pauvre où il y avait 11 enfants. Euh, Assez rapidement, il s'est engagé, dès qu'il a commencé à travailler comme charpentier, dans l'action sociale, syndicale. Il a adhéré au Parti communiste polonais, il a fait de la prison en Pologne. Il a décidé en 1937 de partir combattre en Espagne dans les brigades internationales et c'est la raison pour laquelle à la fin de la guerre, à la fin de la guerre d'Espagne, il était en France et c'est la raison pour laquelle il a été déporté de France, mais déporté dans le premier convoi C'est ça. parti de Drancy et de Compiègne, C'était c'est-à-dire un en, convoi. c'était en mars 1942, hein, c'est-à-dire très tôt. Le convoi est parti de Drancy et de Compiègne le 27 mars 42, arrivé à Auschwitz le 30 mars 42. Et quand je dis ça, cela veut dire qu'il est arrivé à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'était pas encore Oui. le Auschwitz-Birkenau, le camp d'extermination qu'il est devenu. Et mon père a vu tout cela, a enregistré tout ça, a noté tout cela. Il a ensuite été affecté pendant 18 mois dans, chose horrible, dans le Sonderkommando de Birkenau, où il a dû charrier les cadavres des Juifs qui avaient été gazés, hommes, femmes, enfants. euh, et son témoignage parle de tout cela. Si vous voulez, mon Alors père, justement, c'est ce qui est tout à fait impressionnant dans ce témoignage, c'est que il a été rédigé tout de suite après Auschwitz, c'est-à-dire votre père de retour en France, je suppose, de retour de déportation, a écrit et pendant plus d'un an, il a écrit ce témoignage sur plusieurs cahiers. oui, oui, en effet, dès qu'il a été libéré, il a commencé à témoigner auprès de la commission polonaise d'enquête de Cracovie dès avril 1945. Puis Mhm. ensuite, il a témoigné quand il est revenu en France auprès de la commission française. Et ces documents, on les connaît, on les a, ils sont connus. Ils sont Et quand il est... répertoriés, où on pouvait les lire, par exemple, où on pouvait les découvrir. Alors, on pouvait les découvrir principalement au musée d'Auschwitz. Et on pouvait les découvrir ensuite dans des publications comme Des Voix sous la cendre, par exemple, Mhm. qui ont parlé de cette période. Mais Et puis, quand il est arrivé à Paris, en effet, il a écrit euh, ses cahiers, mais des cahiers qu'il n'a pas pu, comme il l'espérait, exploiter, utiliser, faire connaître. Son message n'a plus été entendu et n'a pas été entendu pendant longtemps. Et de dépit, il a rangé ses cahiers boîte, dans cette boîte à chaussures dont et effectivement on parle. Et cette boîte est restée fermée pendant des années et des années. On n'y touchait plus. voilà. Alors, est-ce que vous avez une explication
au fait que son témoignage, qui est donc un témoignage de premier ordre, d'un témoin des premières heures du camp d'extermination d'Auschwitz, comment il a été, pourquoi il n'a pas été retenu? Pourquoi ces cahiers n'ont pas été utilisés? Vous avez une explication? Oh, c'est une question qui m'a hanté pendant très longtemps, que je n'ai pas compris, une réponse que je n'ai pas comprise. Et en fait, si vous voulez, c'est une somme de plusieurs facteurs. Premier facteur, assez rapidement, on ne s'est plus intéressé à ce que racontaient les juifs déportés, et notamment les juifs récemment immigrés, y compris les organisations de la résistance mettaient en avant beaucoup plus l'histoire des déportés de la MOI, de la FTP MOI. Les gaullistes, eux, mettaient en avant Oui, l'action de résistance de la deuxième DB, des choses comme ça. Donc l'histoire de mon père, elle n'intéressait plus vraiment. Et puis, je crois qu'il y a eu une grande zone d'ombre. C'est celle de son statut d'ancien des Sonderkommando. Parce que dans l'idée générale, et ce qui était vrai, les Sonderkommando ne devaient pas survivre, ne pouvaient pas survivre. Ils oui. étaient mis à mort régulièrement par les nazis qui voulaient faire disparaître les traces de leur forfait. Et pourtant, mon père et quelques vieux membres des Sonderkommando ont survécu et pendant un certain temps, cette situation a gêné, n'a pas été comprise. On ne l'a accusé de rien, on ne lui a rien reproché, mais un doute s'est installé, et il s'est installé en gros jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à ce que Claude Lanzmann fasse son film Shoah, jusqu'à ce que les jeunes historiens travaillent un peu plus sur cette histoire du détail de ce qui s'est passé à Auschwitz. Et là, à ce moment-là, mon père a été réinvité pour la première fois au musée d'Auschwitz pour témoigner, pour raconter. Il est resté pendant plusieurs semaines en relation avec les historiens du du musée d'Auschwitz, pardon, pour leur raconter exactement ce qui s'était passé et apporter des précisions que ces historiens n'avaient pas. Juste une question, par exemple, il n'a pas eu l'idée à l'époque de se tourner vers, par exemple, le mémorial du Yad Vashem ici à Jérusalem? Écoutez, de lui-même, non. Mon père était quelqu'un qui était en plus un militant communiste, Ah oui. fidèle à son parti. Le parti lui demandait des choses, il y répondait. Le parti ne lui demandait pas, il ne répondait pas. Il en a été dépité, il en a été meurtri, il s'est plus ou moins éloigné de l'action politique concrète, mais faire des choses que ne lui demandait pas son parti, il ne pouvait pas s'y résoudre. Alors, c'est là que vous entrez en scène, si je puis dire, et que vous connaissiez donc l'existence de ces cahiers dans cette boîte à chaussures. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été le déclic qui vous a poussé à les ouvrir et à les publier? Alors, je dirais, je connaissais l'existence d'une boîte dans laquelle mon père avait des documents. Mhm, Le contenu des documents, je ne le connaissais pas. Vous voyez, le fait que c'était des cahiers, je ne le savais pas. Le fait que c'était des cahiers rédigés en polonais, je ne le savais pas. Cette boîte était fermée, fermée par une ficelle au sens littéral du terme. mhm, On n'y touchait plus. Et il m'a fallu longtemps pour me décider à l'ouvrir. J'irai même après le décès de mes parents. Mon père est mort en 87, ma mère en 91, et ça n'est qu'en 2005 que mhm, je me suis résolu à ouvrir dedans parce que j'avais peur, j'avais la trouille, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais pas quelles horreurs j'allais apprendre. Je ne savais pas ce que mon père raconterait de plus que ce que j'entendais dans ses conversations en yiddish avec les membres de la famille, avec ses copains, conversations que j'entendais, que je comprenais parce que je parle le yiddish. Et j'étais en quelque sorte comme une éponge qui absorbe un certain nombre d'informations, qui les garde. Sans doute en ai-je oublié un certain nombre, mais mhm. pendant longtemps, voilà, c'est resté dans ma mémoire. Et puis, il s'est passé en 2005 quelques faits très particuliers qui font que je me suis décidé à le faire. Et notamment, je dirais, la goutte d'eau qui a fait déborder les choses et qui m'a fait enfin me décider à ouvrir la boîte,
c'est que j'étais directeur général de l'OSE à l'époque, l'œuvre de secours aux enfants. Oui, Et que vous savez, Daniel, que l'OSE avait accueilli en 1945 426 enfants orphelins survivants du camp de Buchenwald, oui. parmi lesquels Elie Le Ravelin. Wiesel, parmi lesquels celui qui est devenu le Ravelau, et que ces enfants m'avaient demandé, ainsi qu'au président de l'OSE, de les accompagner à Buchenwald, où les autorités allemandes les avaient invités pour commémorer l'anniversaire de la libération. Et ce jour-là, Jorge Semprún, le ministre espagnol, ancien déporté lui-même de Buchenwald, prend la parole et s'exprime en disant: un jour, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus de ce monde. Il n'y aura plus de témoins. Et qui alors transmettra? Qui alors racontera notre histoire? Et cette interpellation à laquelle s'est opposé un des membres de la délégation française, un jeune député, déporté, David Perlmutter, qui prend la parole en hurlant, disant: nous serons toujours vivants, nous serons toujours là. Panique dans la salle, moi, moment d'émotion intense, et je rentre chez moi ensuite, quelques jours après. Je travaille un soir devant mon ordinateur et puis je repense à cette scène. Et je me dis, oui, un jour ils ne seront plus là, mes parents ne sont plus là, d'autres déportés que je connaissais ne sont plus là. Et moi j'ai cette boîte, mais il faut que je l'ouvre. Voilà. Et ce jour-là, si vous voulez, ce soir-là, je me suis décidé à défaire cette ficelle, à ouvrir la boîte, à trouver des documents. Et parmi ces documents, c'est 4 cahiers d'écoliers écrits en manuscrit par mon père, de son écriture fine, et qu'il m'a fallu faire traduire, comprendre, connaître. Et là, j'ai commencé ce travail avec l'aide d'un jeune historien du mémorial, Alban Perrin, Mhm. qui, parlant polonais ainsi que son épouse, m'ont traduit les documents et que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des éléments tout à fait importants qui complétaient ce que mon père avait déjà dit dans des témoignages qu'il avait donnés dès 1945 en Pologne et en France, et a commencé un travail de documentation, de vérification, de confirmation, de recherche. Pour vous donner un élément, je me suis dit, mais il faut que j'explique pourquoi mon père a été déporté de France. Il n'était pas en France. Oui. Mon père a été déporté de France parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne. Donc, on est allé rechercher des documents sur la guerre d'Espagne que nous n'avions pas. Nous voulions que tout ce que nous allions dire soit totalement documenté et que cela soit inattaquable par rapport au discours négationniste qui régnait à l'époque. Alors effectivement, ce témoignage, il a connu un succès certain, un certain succès depuis la publication de votre livre. C'est un succès qui vous a un peu surpris ou c'est dire ou finalement c'est la preuve que vous aviez pris la bonne décision et que même 80 ans après, eh bien il est toujours temps de livrer pour l'histoire les témoignages de ceux qui ont vécu ce que votre père a vécu. Écoutez, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Euh, je dois vous dire que quand j'ai décidé de ce travail et que j'ai commencé à envisager une publication, à l'époque, moi, l'idée, c'était simplement de pouvoir transmettre à mes enfants et à ma famille. Mhm. C'était que ces traces, je dirais, demeurent dans l'histoire. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, en effet, que le contenu du témoignage de mon père prenait une dimension qui allait intéresser. L'éditeur français Le Seuil a fait un travail remarquable parce qu'il a fait le choix de publier ce texte non seulement comme livre, mais comme document, puisqu'il y a la totalité du manuscrit qui est reproduit et qui est en photo. Donc chacun peut se rendre compte, chacun dispose désormais avec ce livre du document dans son intégralité. Et nous l'avons entouré d'informations concernant la vie de mon père avant. euh, dès sa naissance en Pologne. Et puis ensuite, l'éditeur m'a demandé de rédiger une partie où je raconterai la reconstruction de mes parents, Oui. qui sont déportés tous les deux d'Auschwitz, qui se Mhm. sont rencontrés à Paris après la guerre, leur reconstruction et la manière dont moi, en tant que gamin, j'ai pris conscience et connaissance de tout cela. Et Oui, c'est ce qui
fait la totalité aujourd'hui du livre tel qu'il a été publié il y a presque un an. On fête quasiment aujourd'hui l'anniversaire de sa publication et qu'effectivement, il est en train de prendre une place qui, je dirais, me surprend tous les jours et m'émeut tous les jours parce que je me dis que 80 ans après, mon père aurait dû pouvoir le raconter de lui-même, par lui-même, et que cela aurait apporté sans doute encore plus d'éléments d'information utiles. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais au moins son témoignage demeurera et sera utile. Oui, effectivement, et on vous remercie bien sûr de nous avoir permis à travers votre initiative donc de découvrir ce témoignage donc presque unique, ou en tout cas rarissime, d'un des premiers déportés du camp d'Auschwitz, votre père, Alter van Gilberg. Merci beaucoup, Roger, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir livré ce témoignage. Je rappelle que vous étiez en Israël ces derniers jours pour justement parler de votre livre et de ce témoignage de votre père. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais merci à vous et je dois remercier en particulier le Nathania Academic College qui m'a invité pour Voilà, présenter dimanche 11 ce livre dans un débat qui sera tout à fait passionnant. voilà, on n'en doute pas. Merci encore.